Jesse vient de génie logiciel à l'école, donc c'est un transfert de département. Il a fait sa maîtrise avec moi, puis là, maintenant, il est au doctorat sur des questions d'évaluation dans un contexte d'économie circulaire. Donc, c'est lui qui va parler, probablement parler plus que moi, puis je reviendrai avec des éléments sur un projet qui est vraiment en démarrage, mais qui vient en complémentarité avec ce que Jesse va vous présenter. Merci Mathias. Donc, sans plus attendre, de l'autre côté. Donc, juste rentrer un petit peu sur les connaissances sur les indicateurs. De manière générale, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs guides, il y a plusieurs informations qui permettent de dire c'est quoi un indicateur. On se perd un peu la tête là-dedans. Fait que moi, je me suis ramené à quelque chose de plus simple. Un indicateur, ça donne une indication. Ça a cette fonction-là, vraiment simple, vraiment bête. Le mot le plus important dans cette phrase-là, c'est le mot « une ». Et je m'explique pourquoi. On va prendre un exemple d'une symbiose industrielle. Plusieurs acteurs, plusieurs parties prenantes, plusieurs échanges de flux. Je vais vouloir regarder un genre de taux de circularité dans cette symbiose-là. Bien, je vais pouvoir dire sur toutes les quantités de matière qui étaient supposées sortir, combien qui ne sortent plus. Je vais avoir un taux de circularité. Et j'ai juste une information ici. Ça ne m'aide pas à comprendre ma symbiose, ou en tout cas pas au complet. Ça ne me dit pas combien il y a d'acteurs, ça ne me dit pas combien il y a de flux. C'est quoi les flux? J'ai plein de questions que je me pose encore pour bien comprendre ça. Et chacune de ces questions-là, eh bien, c'est d'autres... oups, je vais encore dans le mauvais sens. C'est d'autres indicateurs. Et là, donc, c'est ça qui est le fun avec les indicateurs, c'est que vu que ça donne une indication, c'est un outil qui est assez simple, tant à l'utilisation qu'à la création. Et c'est ça aussi qui est plate avec les indicateurs, c'est que c'est un outil simple à la création, donc tout le monde veut créer des indicateurs. Pour vous donner une idée ici, quand je vais arrêter d'appuyer sur le mauvais sens. Pour donner une idée ici, j'ai compilé dans un tableau 5 jeux d'indicateurs, économie circulaire, développement durable, et il y en a déjà 700. Il y a une des études que j'ai vues dans la littérature, eux, ils ont fait 55 jeux d'indicateurs. Je vous laisse faire le calcul mental de combien d'indicateurs potentiels qu'il y a derrière ça. Il y en a bien trop. Et donc, il faut se poser la question, comment on structure ces indicateurs-là? À ça, Mathias et moi, et un stagiaire en 2023, on a vraiment pris la structure de l'ontologie, qu'on utilise beaucoup en conception logicielle d'ailleurs. Et on s'est dit, un indicateur, en fait, c'est un concept, mais là, maintenant, c'est quoi les autres concepts que j'ai besoin pour comprendre l'indicateur? Et on est arrivé à cette ontologie-là que vous voyez à l'écran. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'un indicateur, c'est un paquet de caractéristiques qui ne sont pas claires. Bon, en fait, chacun a sa définition de c'est quoi les caractéristiques d'un indicateur. Je parlais cette semaine avec quelqu'un de l'industrie, puis t'es comme, ouais, mais là, toi, ton niveau d'application, c'est un truc de recherche. Moi, en industrie, on n'utilise pas ce terme-là. Ah, OK, là, c'est un autre attribut, c'est une autre caractéristique. Le nom d'un indicateur, c'est une caractéristique. Et dans certains cas, l'approche méthodologique, par exemple, on a des caractéristiques parce que les valeurs sont déjà préétablies. Hein? Une approche, c'est soit qualitative, c'est soit quantitative, ou on a des valeurs un peu plus libres. Dans tous les cas, l'attribut, c'est comment on l'utilise avec les indicateurs, mais il faut aussi le définir, cet attribut-là. Fait que donner un nom, une description. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que l'attribut est obligatoire et unique? Pour un attribut obligatoire, ce que ça va permettre de dire, c'est qu'il faut un minimum d'attributs pour vraiment dire « Hey, on a un indicateur devant nous. » Puis pour les uniques, c'est un minimum d'attributs pour dire « En fait, on a 2 indicateurs devant nous qui sont différents. Si je prends 2 indicateurs avec le même nom, est-ce que j'ai vraiment 2 indicateurs ou est-ce que j'en ai juste un seul? » Ensuite de ça, on est allé aussi regarder les exemples. Donc là, on a vu que les indicateurs sont presque tout le temps utilisés dans la littérature scientifique ou dans la littérature grise. Fait que les indicateurs n'existent pas tout à fait en dehors de la littérature, en dehors de leur application dans la littérature. Et donc, on a ajouté ce concept-là aussi pour parler des indicateurs. Et donc, l'exemple est associé à une référence bibliographique et on peut commenter l'exemple si ça nous envie. Puis le premier exemple d'application de justement cette ontologie-là, c'est une base de connaissances sur les indicateurs en économie circulaire, la BSIC. C'est un outil vraiment où est-ce qu'on laisse les gens saisir les informations sur les indicateurs d'une manière qui est à la fois cohérente par l'approche d'ontologie, mais aussi flexible. Et pour ça, donc, on reprend nos concepts. La moitié des fonctionnalités, c'est saisir des données. J'ai 5 minutes, fait que je ne vais pas vous présenter une paquet de formulaires, c'est assez plate. Mais à la place, je vais aller regarder vraiment comment on peut consulter les données. Et pour ça, j'ai une liste d'indicateurs ici. On voit déjà 2 attributs obligatoires, le nom et le principe, puis on peut déjà avoir une première idée de ce qu'on a recensé, puis on peut aller même chercher ces données-là. Encore mieux,
je peux aller chercher plus d'informations, je peux aller consulter la fiche d'un indicateur. Et cette fiche-là, donc les attributs principaux qu'on a déjà vus, mais en dessous de ça, on a des attributs additionnels. Donc, tous les attributs non obligatoires qu'on a spécifiés vont être affichés là. On peut aller cliquer sur l'infobulle pour voir un peu c'est quoi l'attribut qui est décrit. On peut aller consulter la fiche de l'attribut aussi. Et plus bas encore, parce que là, ma capture d'écran serait beaucoup trop gros pour la petite télé qui est là, on peut aller consulter une liste d'exemples qui sont associés à cet indicateur-là. Fait que pour le cas de l'empreinte matière, j'en ai saisi juste un. J'ai saisi celui d'Eurostat, qui donne l'empreinte matière par pays sur plusieurs années. Et je peux aller consulter, encore une fois, sa petite fiche. Et là, j'ai les informations bibliographiques et j'ai mes remarques. J'ai un petit bouton « Consulter » aussi, fait que si je cliquais sur le bouton, je serais sur le site d'Eurostat en quelques secondes. Fait que ça, c'est vraiment, selon nous, le cœur de comment on va utiliser la plateforme. On va saisir des données, puis après ça, on va pouvoir être capable de se promener dans cette plateforme-là pour trouver des indicateurs et espérer pas en créer à tout bout de champ, puis qu'on n'en ait pas 2000 dans 2 ans. Puis pour vraiment asseoir ces fonctionnalités-là, on a les attributs aussi, où est-ce qu'on peut les gérer et les afficher. Donc là, on a un tableau avec toute la liste des attributs, le nom, la description, le type et les propriétés. Et on a une fiche aussi d'attributs, mais comme j'ai 5 minutes puis que ça répète à peu près ce que vous avez déjà vu à l'écran, je ne l'ai pas rajouté. Puis je vais laisser Mathias voir un peu comment on peut utiliser cette base-là dans un autre contexte. Alors, juste pour voir le cas d'application, parce que là, on est parti sur l'approche plutôt ontologique et structuration de la connaissance. Je voulais juste mentionner que la base, elle est maintenant la base de connaissances, elle est opérationnelle, mais en phase de test. Donc, on est un ensemble de chercheurs où on va la tester en ligne et puis on va tester sa mise en utilisation, sachant qu'on va tomber certainement sur quelques petits bugs et puis des aspects utilisateurs à développer, notamment des interfaces graphiques pour pouvoir visualiser l'ensemble des indicateurs. En parallèle, ce qu'on aimerait, c'est passer à un côté un peu plus opérationnel. Et puis, dernièrement, l'année passée, on a la norme ISO 59, ou la famille de normes ISO 59000 qui est sortie, qui porte sur l'économie circulaire. Donc, l'ensemble des normes ISO 59000, c'est 5 normes avec 2 rapports techniques qui viennent préciser, notamment en termes de vocabulaire, donc tous les concepts. C'est super intéressant parce que c'est le principe d'une norme, mais c'est extrêmement rigoureux dans la définition des concepts en économie circulaire. Et nous, on va se pencher un petit peu plus spécifiquement sur la 59020 qui porte sur les indicateurs, sachant que l'idée, c'était de dire la ISO va nous résoudre nos problèmes de mesure et d'évaluation. On peut se douter que ça ne répond pas à toutes nos envies. Donc, juste pour revenir sur l'objectif de l'ISO 59020, c'était vraiment, ça vise pour une organisation, donc c'est dirigé auprès des organisations, à identifier les informations à collecter pour effectuer des calculs d'indicateurs, avec des indicateurs qui doivent permettre ou fournir une vue intégrée de la circularité, mais dans un contexte de développement durable. Donc, la norme fixe vraiment ces deux dimensions-là. L'idée étant de soutenir la transition vers une économie circulaire et contribuer au développement durable. Donc, on est dans un processus d'aide à la décision pour la norme. Donc, notre projet, il est en démarrage. On a Mathéo qui est avec nous aujourd'hui. Il a commencé son stage cette semaine. Donc, je ne pouvais pas lui demander de faire la présentation. Probablement à la fin de l'été. Donc, l'idée, c'est de monter des études de cas parce que, on lit une norme, on a des équations, mais à un moment donné, on se pose beaucoup de questions sur leur applicabilité ou comment on les déploie dans une organisation. Donc, on va partir soit sur des cas documentés dans la littérature. Là, on est en discussion pour avoir des études de cas ad hoc avec des organisations qui seraient prêtes à ouvrir un petit peu les livres pour qu'on ait leurs informations, puis déployer la démarche de la norme ISO sur ces systèmes-là. Ce qu'on veut travailler également, c'est à 3 niveaux. Donc, travailler au niveau d'une organisation, d'une chaîne de valeur, mais aussi au niveau d'un territoire. Puis on se rend compte qu'en fait, en montant en grandeur, on complexifie le système qu'on veut étudier. Donc, ici, ce qu'on a, c'est simplement la représentation de l'enchaînement des systèmes
Hein? Donc, on a vraiment des petites poupées russes où on définit les systèmes ciblés. Ce système s'inscrit dans un système économique plus large, un système social, puis après, finalement, environnemental, avec les différents flux. Et pour la norme, en fait, elle fixe, soit des indicateurs sur les flux d'entrée, où on va chercher des valeurs en contenu réutilisées et autres, pour nous permettre de définir ou de calculer 3 indicateurs que la norme définit comme obligatoires. On a un processus similaire sur les flux sortants. Donc, on se retrouve finalement déjà avec 6 indicateurs. Puis l'idée, dans un premier temps, c'est de les exprimer, d'être sur une démarche d'étude de cas. Après, ça va poser des questions, puis c'est là où ça devient intéressant. C'est par exemple, quand on voit le système ciblé, on se pose la question, c'est quel est l'effet de la frontière de la définition de ce système sur... Merci Laura, je me rappelle qu'il me reste 1 minute. Si je déplace en fait les frontières de ce système ciblé, je m'aperçois qu'il y a peut-être des flux qui sont considérés dans la norme comme non valorisés, qui pourraient être intégrés à mon système, et finalement je viens modifier finalement les effets sur mes indicateurs obligatoires. Par la suite, sur la base de ces études de cas-là, c'est de nous amener à réfléchir à un certain nombre d'éléments que moi j'appelle limites, mais en fait en recherche, c'est pas des limites, c'est des perspectives super intéressantes. C'est qu'au niveau de la norme, la norme reconnaît qu'il y a un indicateur peut être qualitatif ou quantitatif. Et la norme ne propose que du quantitatif, parce que c'est finalement le plus simple. On revient à une des questions qu'on avait posées tout à l'heure, c'est que derrière des applications en économie circulaire, c'est pas qu'une question de flux, mais il y a aussi des questions de démarche qui sont à des échelles peut-être plus qualitatives en termes de retombées. On est sur des indicateurs qui sont purement orientés performance. Donc, on veut améliorer la performance de circularité. Par contre, on ne capture pas dans la norme, par exemple, des indicateurs d'impact ou d'effet. Donc, c'est une réflexion qu'on veut avoir pour aller chercher peut-être des indicateurs qui sont révélés dans la littérature. J'ai essayé de nous en montrer que c'est pas le nombre qui manque, et puis peut-être de venir les mettre en complémentarité à ceux de la norme ISO 9000. Et finalement, le dernier point, c'est aussi faire le lien entre les indicateurs d'économie circulaire avec le développement durable ou les ODD, donc les 17 objectifs de développement durable. Il y a pas mal d'exercices qui se font, mais le travail est encore à faire pour formaliser ces liens entre économie circulaire et développement durable. Donc, merci.